Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité et faire cette conférence pour vous parler de cette question des traces. Comme on l'a un peu dit, mon domaine de recherche au départ, c'est vraiment l'intelligence artificielle et dans cette discipline, ce qu'on appelle l'apprentissage, c'est-à-dire l'ensemble des techniques qui permettent d'extraire des connaissances à partir des données. Et bien sûr, parmi les données que nous utilisons aujourd'hui, il y a beaucoup de traces. Alors, je vais d'abord essayer d'énumérer les traces, et puis ensuite on verra un peu comment on fait pour les exploiter, enfin plus exactement quelles sont les conséquences de cette exploitation des traces, et est-ce qu'on doit s'en inquiéter ou pas. Alors première chose, donc quelles sont ces traces sur les réseaux, bien sûr. Alors d'abord, on laisse des traces consciemment, parce que on a envie souvent d'être reconnu. Je crois que c'est un trait du monde moderne qu'il ne faut pas ignorer. Les jeunes adolescents ont envie d'être sur les réseaux sociaux, ils ont envie qu'on les reconnaisse pour ce qu'ils sont, et donc ils vont mettre de l'information. Alors avant, ils pouvaient le faire dans la cour de récréation. Aujourd'hui, s'ils le font sur Facebook, bien sûr, ce sont des choses qui restent pendant longtemps. Ils peuvent aussi, bien sûr, écrire sur des blogs, et tout ça est publié. Alors, bien sûr, depuis longtemps, cette publication a été vue comme positive, mais aujourd'hui, c'est un tout petit peu différent, parce qu'on a l'impression que même des choses qui ne sont pas faites pour être lues par tout le monde demeurent. Alors, en plus de ça, il y a de nouvelles traces qui sont effectivement consciemment mises sur les réseaux, et en particulier ce qu'on appelle les archives individuelles. Alors ça tient au fait qu'aujourd'hui, les capteurs, les caméras, les microphones sont de moins en moins chers. Et on peut avoir un dispositif comme ça qui enregistre toute votre vie, ou tout le champ de vision que vous avez pendant votre vie. Ça s'appelle vous voyez, ce sont ces petits dispositifs-là. Ils ne coûtent pas très cher. Ici, vous en avez un. On m'a dit de mettre la flèche avec. Voilà. Là, celui-là, je crois qu'il s'appelle Nemoto. Il doit coûter à peu près 250 euros, ou même dollars, c'est même encore moins qu'en euros. Ça, ce sont d'autres dispositifs, vous voyez, un peu différents, mais qui font tous la même chose, qui enregistrent en continu toutes les images et tous les sons pendant l'intégralité de la journée. Et puis le dernier, là, qui est encore plus connu, s'appelle les Google Glass, peut-être en avez-vous entendu parler. En réalité, ce dispositif sont des petites lunettes imaginées par Google, à partir des travaux de quelqu'un qui s'appelle Steve Mann, dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Et vous voyez ici, il y a quoi? Il y a d'abord une caméra et un microphone qui sont miniaturisés. Et puis en plus, ce que vous ne voyez pas, c'est un petit prisme qui permet de projeter sur la rétine une image qui vous permet soit de partager votre champ de vision avec celui de quelqu'un d'autre, soit de surajouter des informations, ce qu'on appelle la réalité augmentée, à votre champ de vision. Ce qui nous intéresse dans tous ces dispositifs, c'est qu'ils prennent donc ce qu'on appelle des life logs en anglais, des mémoires de vie, ces traces, donc que volontairement vous enregistrez toute la journée. Alors ensuite, qu'est-ce que vous en faites? On ne sait pas très bien. Il y a des gens qui essayent de trouver des techniques pour segmenter, parce que vous allez avoir toutes ces images-là. Volontairement, j'ai mis de façon un peu brute ce qu'il y a, de les segmenter, et puis ensuite de leur donner sens, parce que si vous passez toute votre soirée à décoder les traces que vous avez pour les archiver, c'est pas très utile. Un certain nombre d'expériences sont faites là-dessus. Il y a des choses plus sérieuses. Par exemple, il y a des expériences faites à l'hôpital de Strasbourg sur des schizophrènes avec ce type de dispositif qui leur permettent le soir de se réapproprier les moments qu'ils ont passés pendant la journée. Et donc des expériences qu'on appelle de remédiation avec ce type de dispositif. Donc ça, ce sont donc les life logs. Ça fait partie de ces traces qu'on laisse volontairement. Alors, il y a ensuite d'autres types de traces. Ici, j'ai mis deux petits dispositifs, ces petits bracelets qu'on vend assez peu cher d'ailleurs. Alors, ça peut être les kiwis, il y en a beaucoup que vous mettez sur le poignet, qui enregistrent continuellement votre activité physique. Et puis les montres connectées. Alors, bien sûr, vous pouvez le faire pour vous-même, vous assurer que vous avez fait suffisamment d'exercice pendant la journée, que vous avez bien couru. Moi, j'ai été en contact avec des sociétés d'assurance. Ils disaient que c'était pas mal, éventuellement, de
d'offrir ça à leurs assurés, comme ça pour s'assurer qu'ils fassent suffisamment d'exercice. Ce sont des traces qu'on laisse. Pour l'instant, c'est pas obligatoire. Voilà, donc oui, ça vous donne la température, le rythme cardiaque, la pression sanguine, la localisation, le mouvement, etc. Enregistré en continu. Donc, mes traces, encore une fois, j'insiste là-dessus, volontaires. Il y a un deuxième type de traces qu'on laisse, qui, elles, ne sont pas tout à fait conscientes, qui sont des traces par devers nous. Elles ne sont pas vraiment inconscientes, mais on ne peut pas faire autrement. Par exemple, quand vous payez avec votre carte bleue, vous laissez des traces. Bon, ça vous le savez. Quelquefois, on préférerait ne pas laisser de traces, mais bon, on est bien obligé. C'est intéressant parce que pendant longtemps, payer avec une carte bleue, c'était... Bon, quand vous n'aviez pas de liquide, vous payiez avec une carte bleue. Et dernièrement, j'ai vu plusieurs fois dans des magasins où... si j'avais pas de carte bleue, c'était vraiment difficile de payer, ils me refusaient le liquide. Donc là, on est vraiment contraint de laisser des traces. Alors autre chose, quand vous passez dans le métro, avec votre passe Navigo, là vous laissez des traces, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait de ces traces ? On ne sait pas très bien, mais on pourrait les exploiter. Vous allez voir qu'il y a des gens qui se nourrissent de traces, qui adorent les traces. Et je vais dire, moi personnellement, c'est pas mon goût, mais dans mon laboratoire, il y a beaucoup de gens qui se délectent de toutes les données qui sont issues de ces traces. Donc ça, ce sont des choses, on en est quand même conscient de ça. Et puis il y a d'autres choses. Alors là, c'est plus embêtant. On n'en est vraiment pas conscient. Par exemple, chaque fois que vous tapez une requête sur un moteur de... Ça dépend de quel moteur de recherche. Qu'est-ce que vous connaissez comme moteur de recherche ? Google ? Sur Google enregistre vos requêtes, et puis ensuite, elle les stocke, et elle les utilise. On ne sait pas très bien pourquoi. On sait un tout petit peu pourquoi. Vous avez remarqué que si jamais vous cherchez des lunettes de soleil sur Google... vous allez avoir pendant 15 jours des publicités pour les lunettes de soleil. On va revenir là-dessus, bien sûr. C'est le principe de la nouvelle économie qui est en train de se mettre en place, qui explique cette volonté d'acquérir des traces. Donc ça, c'est les moteurs. Alors tous les moteurs de recherche ne font pas ça. Il y a un moteur de recherche français qui ne stocke pas vos requêtes. Il s'appelle Quant. Vous pouvez l'essayer, QWANT. Je ne sais pas pourquoi les gens ne le veulent pas. Pourtant, moi, je l'ai utilisé en standard sur mon navigateur et ça marche bien. Et puis, quand ça ne donne pas la réponse que vous souhaitez, vous pouvez à ce moment-là aller sur Google, bien sûr. Mais celui-là, donc, a cet avantage. Donc ça, c'est des choses donc, qui sont un peu désagréables et auxquelles on ne fait pas très bien attention. Il y a une deuxième chose, ce sont bien sûr, quand vous téléphonez. Alors ça, bon, vous allez me dire, oui, c'est un peu logique. Alors, est-ce qu'on vous écoute quand vous téléphonez ? Bon, pas tout à fait, on pourrait le faire. Mais surtout, ce qu'on fait, c'est qu'il y a des fichiers qui contiennent les en-têtes des coups de fil que vous avez donnés et qui peuvent être stockés quelque part. Et puis, ce que vous savez peut-être, alors ça c'est encore plus inconscient, c'est que chaque fois que vous ouvrez votre téléphone portable, bon, il y a des connexions entre votre téléphone et puis des cellules qui sont un peu partout. On sait à peu près où vous êtes, où vous passez. Donc ça sont aussi des traces que vous laissez. On a entendu parler de plein de choses comme ça. Aussi, quand vous êtes en voiture, que vous passez un péage d'autoroute, vous laissez des traces aussi, bien sûr, c'est pour payer. Enfin, surtout si vous avez des dispositifs de paye automatique. Les mails aussi, bien sûr, laissent des traces. Alors, parce que, bien sûr, on échange les mails. Alors, vous allez me dire, c'est normal, puisqu'on échange, on envoie un mail à quelqu'un. Mais des gens extérieurs peuvent essayer de récupérer les mails. Il se trouve, peut-être, petite histoire que je peux vous raconter, lorsque Kadhafi a été défait, on est allé dans son bureau, on a récupéré les papiers, et puis on a trouvé des listings d'échanges de mails de gens de mon laboratoire. On était vous avez commencé à dire qu'ils étaient chez Kadhafi. Alors, on avait une petite enquête, bien sûr, on n'était pas très fiers, et on s'est rendu compte que l'ancien directeur du laboratoire travaillait sur une technique de ce qu'on appelle en anglais DPI, Deep Packet Inspection, l'inspection profonde des paquets. Et ça veut dire qu'on peut mettre une sonde
récupérer tous les paquets qui sont envoyés, et puis ensuite les analyser, hein, c'est les paquets, et puis ensuite regarder ce qu'il y a dans les mails. Donc, on avait fait ces expériences au laboratoire, et comme ça, donc, il avait montré qu'on pouvait lire les échanges de mails. Il avait bien sûr masqué les contenus des mails, hein, mais on voyait les adresses, on voyait les tirs des mails, etc. Et puis ensuite, il a monté une entreprise qui vendait cette technique. Et puis, cette entreprise a vendu à M. Kadhafi un système d'écoute qui permettait d'espionner tous les mails qui s'échangeaient en Libye. Voilà. Et on n'était pas très fiers hein, de ce genre de choses. Mais c'est juste pour vous dire donc, que vraiment, les traces, on en laisse beaucoup. Alors, je vais rajouter quand même 2 types de traces auxquelles peut-être vous n'avez pas... Enfin, vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle les cookies. Vous avez entendu parler des cookies hein, sur Internet. Hein, donc, ce sont des petits logiciels. Quand vous allez, hein, vous êtes sur votre navigateur, hein, vous allez, oui, j'ai mis sur le petit schéma ici, hein, vous êtes sur votre navigateur et vous appelez un serveur. Et là, vous envoyez une requête et en général, le serveur, il vous renvoie 2 choses. D'une part, la page et puis d'autre part, un petit élément qui va se stocker sur votre ordinateur, qui va contenir un certain nombre d'informations hein, et qui vont lui permettre, la prochaine fois qu'il revient sur votre ordinateur, de se souvenir de vous, de ne pas vous redemander 3 fois votre nom, votre âge, etc. Hein. Donc c'est extrêmement pratique. Bien sûr, en même temps, comme ça, on sait exactement ce que vous avez fait. Et donc les traces, ce sont des traces qui se retrouvent chez vous, sur votre ordinateur. Quelquefois, vous les oubliez. Bon, normalement, si vous faites attention, on vous dit, hein, certains navigateurs vous disent, hein, est-ce qu'on autorise les cookies ou pas. Mais donc ça, c'est une forme de trace. Vous allez me dire, bon, on le sait quand même plus ou moins, ces traces. Alors, il y a d'autres traces qu'on sait, qu'on connaît moins. Vous voyez, je pense que vous utilisez des traitements de texte, non? Ouais. Hein. Alors, quand on utilise des traitements de texte, donc on a la page et on voit le texte qui est à l'intérieur du traitement de texte. Mais si jamais on sait ouvrir le fichier, eh bien on se rend compte qu'il y a plein d'autres informations. Et entre autres, comme information, il y a tout ça. Alors on ne sait pas trop bien le décoder, hein, mais en réalité, il y a la machine hein, sur laquelle vous avez travaillé, le numéro du logiciel hein, que vous avez utilisé, hein, et puis il y a aussi toutes les transformations que vous avez opérées sur le texte. J'ai un de mes amis qui est un spécialiste de sécurité informatique. Il m'a dit qu'un jour, le ministère avait eu l'imprudence d'envoyer une note sous la forme d'un fichier Word à toute une communauté. Et lui, il s'était amusé, il avait pris, puis il avait décodé, et il avait vu les différentes strates, les différentes versions du texte avant la version finale. Et donc, il avait vu les hésitations, la première ligne très très ferme, et puis ensuite les adoucissements qui avaient été imprimés au texte, etc. Enfin voilà. Donc, bien sûr, si vous rédigez un texte que vous envoyez, de préférence, n'envoyez pas le fichier Word. Et si vous voulez vraiment être certain que personne ne trouve les différentes traces de votre première écriture, à ce moment, ce qu'il faut faire, c'est faire un copier-coller. C'est-à-dire, vous prenez votre fichier, vous copiez le texte qui est dans le fichier, vous ouvrez Word, un nouveau fichier, vous collez, hein, et à ce moment-là, vous n'avez pas de problème. Donc voilà, donc ça c'est pour dire que les traces que l'on laisse aujourd'hui sur le cyberespace hein, elles sont vraiment considérables, hein, elles sont extrêmement importantes. Alors maintenant, la question c'est est-ce qu'on peut échapper à ce traçage? Et c'est pas vraiment facile. Alors bien sûr, une première question, enfin disons une première solution, hein, ce serait de dire on va plus du tout travailler sur Internet, on va plus utiliser les machines, on va cultiver notre jardin, hein, comme le proposait Voltaire. Est-ce que ça vous permet d'espérer échapper à ces systèmes de traçage? Et bien malheureusement, la réponse c'est que peut-être encore aujourd'hui, mais pas pour longtemps. Parce qu'avec les satellites de télédétection spatiale, dont la résolution s'améliore continuellement, et on pourra même vous repérer à l'intérieur de votre jardin. Donc je ne veux pas vous inquiéter, bien sûr. Mais je crois que c'est important hein, de savoir qu'on vit dans une société où on est de plus en plus tracé.
Alors à partir de ça, ce que je voudrais montrer, hein, c'est d'abord quelles sont les quantités de données. Ensuite, on va se demander pourquoi est-ce qu'on trace. Et puis on va voir hein, s'il y a possibilité de gommer un certain nombre de traces, hein, puisque c'est un thème qui est assez à la mode. Et puis ensuite, on verra les conséquences sociales et politiques qui sont liées à ce développement des systèmes de traces. Alors première chose, donc sur les quantités de données, hein, on en parlait tout à l'heure, hein, juste avant, hein, il y a un accroissement consécutif à cette production de traces, hein, accroissement des quantités de données qui conduit à ce qu'on appelle les grosses données, les big data. Alors, bon, après, il faudrait rentrer dans le détail, parce que les big data ne se caractérisent pas uniquement par la quantité, hein, mais surtout par le fait qu'elles sont enregistrées de façon continue sans qu'on sache à quoi elles vont servir. Hein. On les utilise ensuite après qu'on les ait stockées. Mais je voudrais quand même donner une idée de la somme des données qui sont présentes sur Internet. Et à partir de ça, on verra comment ces petites traces qu'on laisse, hein, les gazouillis par exemple, hein, vous savez ce que c'est les gazouillis, hein, non hein, c'est en anglais, hein, c'est tweet, hein, gazouillis. Hein. Twitter, c'est les gazouillis. Hein. Donc ces gazouillis qu'on laisse, vous allez voir qu'on en laisse beaucoup. Hein, c'est très impressionnant. Donc, pour essayer de voir quelle est la somme des données qui sont présentes sur Internet, j'ai mis ici une petite image qui est celle de la Bibliothèque nationale de France, que vous reconnaissez hein, certainement. Et pour ça, donc, je suis parti d'une quantité, disons, qui, je dirais, est vue quand même comme conséquente. J'ai pris un livre. Un livre, si on considère le texte qui est dans le livre, là, on prend un livre qui n'est pas négligeable, 1 million de caractères. Alors, 1 million de caractères, hein, pour les gens qui ont l'habitude d'écrire des livres, c'est pas mal. Hein. Déjà, un roman qui a 200 000 caractères, bon, faut les pondre. Hein. Donc, 1 million de caractères, c'est costaud, hein, quand même, comme livre. Et en général, on code un caractère par un octet d'informations, hein, c'est-à-dire 8 informations binaires. Et donc, ça fait ce qu'on appelle un mégaoctet, 10 puissance 6 octets, un million d'octets, million de caractères. Maintenant, on peut se demander combien il y a d'octets dans les textes qui sont stockés dans les livres de la Bibliothèque nationale de France. Alors là, il y a dans le catalogue, je prends que le catalogue des livres imprimés, je n'ai pas pris les manuscrits, enfin je veux dire, on réduit un peu, hein, mais enfin ça donne une idée quand même hein, de ce qui est vraiment conséquent. On dit qu'il y a 14 millions d'ouvrages. Et donc si on multiplie, ça fait 14 millions fois 1 million d'octets, hein, ça fait 14 000 milliards d'octets. Et on compte ça avec une unité qu'on appelle le téraoctet. C'est 10 puissance 12 octets. Et donc il y a 14 téraoctets. Bon, c'est pas mal, mais en même temps, on peut stocker la Bibliothèque nationale de France sur, je sais pas, un disque d'1 téraoctet, hein, ça coûte pas cher aujourd'hui, hein, même 2-3 téraoctets, hein, donc 3-4 disques à côté de vous, et vous avez la Bibliothèque nationale de France. Hein, vous pouvez même, on pourra même l'avoir bientôt dans la poche. Hein. Alors, est-ce qu'on l'aura dans la tête? C'est une autre question que je n'aborderai pas ici. Hein. Mais alors après, bien sûr, on se dit, donc, quel est le volume du web? Alors, on compte en 2015 qu'il sera à peu près de quelque chose comme 7 zeta-octets. Alors le zeta-octet, c'est une mesure qu'on n'a pas l'habitude d'employer souvent. Hein. C'est 10 puissance 21 octets. Hein. Alors ça fait à peu près, hein, j'ai compté, hein, ça fait à peu près 1 demi-milliard de BNF. Alors, c'est vrai que pour des gens comme moi, on était habitués, pour nous, l'horizon de la connaissance, c'était la BNF. Vous voyez qu'il y en a beaucoup hein, dans le monde. Mais là, ce qui est le plus étonnant, c'est pas ça, parce que ça, on peut se dire, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, puis les films, ça consomme beaucoup, etc. Mais ce qui est étonnant, c'est que, ici, le rythme de production. Hein, si on considère Twitter, donc les petits gazouillis, hein, on produit 7 téraoctets de gazouillis par jour. C'est-à-dire, on produit l'équivalent d'une demi-BNF quotidienne. Vous voyez, c'est impressionnant quand même. Alors est-ce que bien sûr c'est aussi dense que l'ensemble des ouvrages de la BNF? Je ne sais pas. C'est à vous d'en juger. Mais tout ça, ce sont des traces. Hein. Alors là, on a vraiment à faire des traces, parce que la BNF, on peut se dire, non, ce n'est pas des traces, c'est de la pensée, Jérôme. Là, non, ce sont des petits échanges hein, dont se délectent quelquefois les journalistes, les hommes politiques, hein, qui des petits mots comme ça. Hein. Donc voilà un peu. Hein,
Alors maintenant qu'on a vu donc la quantité, hein, qui est assez impressionnante de ces traces, on pourrait bien sûr ensuite récupérer, hein, la quantité de traces qu'il y a sur les moteurs de recherche. Hein. C'est pour ça que les industries aujourd'hui s'intéressent au big data, hein, c'est parce qu'ils veulent exploiter toutes ces données. On va se demander maintenant qui sont les gens qui exploitent ces données. Et puis ensuite, on verra pourquoi ils les exploitent. Alors, qui sont, hein, d'abord, il y a les gouvernements. Ça, bien sûr, hein, c'est d'ailleurs ce qu'on craint le plus. Enfin, ce qu'on craint le plus, vous savez qu'aux États-Unis, avec l'affaire Snowden, on a appris tout d'un coup, hein, que le gouvernement américain prenait énormément d'éléments d'information. Hein, c'est le système PRISM. Je vais peut-être essayer de rappeler un peu ce que c'est le système PRISM, hein, pour qu'on comprenne bien, parce que c'est vraiment une aspiration d'un nombre considérable de traces. Bien sûr, c'est un débat, parce qu'aux États-Unis, ça a vraiment beaucoup choqué que le gouvernement américain récupère toutes ces données. En France, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt que les boîtes privées aient des données personnelles qui choquent. Mais bon, ça, c'est une différence de mentalité. Donc, qu'est-ce que c'est le système PRISM, hein? C'est... Oui, il y a quelqu'un de caché sous le clavier. Qu'est-ce que c'est le système PRISM? C'est en réalité différent. C'est un ensemble de programmes de surveillance, de captation de données, qui a été révélé par Snowden et qui était utilisé par la sécurité américaine. Alors bon, c'est vrai qu'on a eu l'impression de tout découvrir, et un certain nombre de gens étaient choqués. Alors, bien sûr, il y a une question, est-ce que le gouvernement américain était très mécontent de cette affaire? Ça lui donnait une assez mauvaise réputation, certes, mais en même temps, ça laissait entendre qu'il avait une supériorité technologique sur le reste du monde assez considérable. Et donc, je ne suis pas sûr qu'il était tellement mécontent. Enfin, moi, je sais que j'ai discuté avec des spécialistes, hein, du renseignement, ils disaient que bon, c'était peut-être... au fond. Et puis, deuxième chose, ça laissait entendre qu'il avait une puissance, hein, énorme, qu'il savait tout sur tout le monde, hein, ce qui est peut-être délicat. Enfin, on va revenir après. Mais il y a essentiellement deux choses. C'est d'une part quelque chose qui s'appelle upstream. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le flot des informations qui passe par les câbles sous-marins a été aspiré. Ça veut dire que... Alors, quand on aspire, hein, on va reparler d'aspiration tout à l'heure, hein, c'est lié à l'information. Et normalement, si vous aspirez quelque chose, vous aspirez la poussière, il n'y a plus de poussière par terre. Tandis que quand on fait de la formation, on peut aspirer la poussière, dupliquer la poussière, remettre la poussière, ni vu ni connu. C'est exactement ce qui se passe, hein, sur les câbles sous-marins. On aspire l'information, et puis ensuite on la réutilise. Alors qu'est-ce qui passe sur ces câbles sous-marins? Tous les mails, tous les échanges électroniques, toutes les conversations téléphoniques. Donc tout ça, bien sûr, est connu du gouvernement américain. Ce qui fait beaucoup. Alors bien sûr, quand vous appelez aux États-Unis, alors ceci étant, bon, ils peuvent en avoir aussi, hein, à d'autres endroits. Et puis, deuxième chose, c'est que le gouvernement américain a fait des demandes auprès d'un certain nombre de grands acteurs de l'Internet pour exiger d'eux qu'ils fournissent un certain nombre d'informations, ce qu'ils ont récupéré. Voilà une liste des acteurs. Il y en a quelques autres, mais ce sont les plus importants, hein, qui sont donc AOL, Skype. Donc vous connaissez, hein, chaque fois que vous appelez sur Skype, hein, vous savez que vous êtes écouté. Vous allez me dire, vous êtes aussi écouté sur les téléphones, hein, mais encore plus parce que sur Skype, avec les téléphones, si vous téléphonez en France, vous pouvez penser qu'il n'y a que le gouvernement français qui vous écoute parce que ça ne passe pas sous la mer. Si vous appelez sur Skype, là, vous êtes sûr que le gouvernement américain... Enfin, vous n'avez pas toujours quelque chose à cacher, bien sûr. Microsoft... Alors, Microsoft, c'est intéressant parce que quand vous êtes sur votre ordinateur, Microsoft peut récupérer peut-être des informations qui sont sur votre ordinateur. On se pose beaucoup de questions là-dessus. On a vu qu'il y avait des cookies, etc. Facebook... Bon, ça, bon, bien sûr, hein, c'est Yahoo, hein, donc moteur de recherche aussi, Apple... Google, YouTube, etc. Donc tout ça, bien sûr, sont des données qui sont collectées par le gouvernement américain. Alors je pense que ça n'a pas été facile pour ces grandes sociétés parce que, en particulier Google, a conscience que c'est un géant, mais un géant au pied d'argile. Les caractéristiques de la société de l'information font qu'on a affaire à des populations, des clients qui sont très mouvants. Hein. Peut-être qu'un jour, on choisira tous un autre moteur de recherche. Hein. Et donc, dès le départ, Google a été très attentif aux questions d'éthique. Hein. Et il surveille en permanence, hein, Internet pour être sûr qu'il n'y a pas
rumeurs qui courraient, qui mettraient en cause leur pratique. Alors ça va être une transition vers la deuxième type d'acteurs qui utilisent les informations. Ce sont ces sociétés privées. C'est ce qu'on appelle les GAFA. Il y en a d'autres que j'ai mentionné là, mais le terme GAFA recouvre les quatre grandes. C'est Google, Apple, Amazon et Facebook. Facebook, Amazon. Enfin, si on veut que ce soit... Bon, pardon, je me suis trompé dans l'ordre, mais ça change rien. Donc, ce sont les GAFA. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'ils prennent autant de données? D'abord parce qu'il y a beaucoup de données qui passent sous leur nez, donc pourquoi pas se servir? Mais c'est pas seulement pour ça. Ils prennent les données parce que, je vous ai dit, comme les gens de mon laboratoire, pas tous, ils sont friands de données parce qu'ils pensent pouvoir extraire énormément de connaissances. Alors, à quoi servent ces connaissances? Entre autres, parce qu'on pense qu'il y a une nouvelle économie qui est fondée sur le profilage, qui est fondée sur l'identification des caractéristiques des individus. Alors peut-être pour essayer de bien comprendre ça, j'ai essayé de prendre... On entre dans une nouvelle phase du capitalisme. Pour essayer de prendre ça, j'ai essayé de prendre une image. Vous vous souvenez certainement du roman de Zola, Au bonheur des dames. Il était, au moment où il est publié, il était un peu une description de ce nouveau monde de la consommation qui naissait à la fin du XIXe siècle, et dont les grands magasins étaient tout à fait emblématiques. Et une des caractéristiques de ce nouveau monde de la consommation, c'était le prêt-à-porter. C'est-à-dire le fait que les habits étaient fabriqués selon un certain nombre de modèles standards, avec des tailles qui étaient caractéristiques. Auparavant, quand vous aviez besoin de vous habiller, vous alliez chez un tailleur qui vous faisait un costume. Et à partir de ce moment-là, on a décidé, bon, on le fait toujours aujourd'hui, on peut bien sûr se faire des costumes, mais c'est relativement rare. Donc à partir de ce moment-là, on a changé. Et il y a quelque chose de très intéressant dans Le bonheur de dame. À un moment donné, il y a ce qu'il appelle la femme sans tête. La jeune héroïne voit les vitrines des Galeries Lafayette, et là, elle voit un mannequin dans lequel la tête, il n'y a pas de tête, et à la place est piqué dedans un prix, qui est celui des habits qu'elle porte. Et puis ensuite, bon, bien sûr, un peu à l'image de cette femme sans tête, elle va partir dans la rue, puis elle imagine que cette femme sans tête sort de la vitrine et part dans la rue, il y a toute une aventure. C'est cette naissance du capitalisme. Mais on peut dire aujourd'hui, par analogie à ça, qu'on rentre dans un monde où on passe de la femme sans tête à la femme sans tête. Alors là, j'ai repris l'image qui est là, vous ne pas très bien. Il y a un album de Max Ernst là-dessus, qui est assez imaginaire. Alors pourquoi sans tête? Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'au lieu de catégoriser les tailles physiques, on catégorise les têtes. Et chacun d'entre vous, alors bien sûr on a un nombre de têtes assez conséquent, c'est ce qu'on appelle le profilage. On dit, lui, il aime bien les glaces à la vanille et le chocolat. Et donc peut-être que s'il aime les glaces à la vanille et le chocolat, il aimerait bien boire, je ne sais pas, du Coca-Cola, par exemple. Et donc à ce moment, on va vous proposer ce genre de choses. C'est l'économie moderne qui est centrée là-dessus. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette publicité ciblée. Vous savez que quand on fait de la publicité, ce qui est cher, c'est qu'on lance une annonce aux 20h, par exemple, entre les différents films, ou à l'intérieur, enfin, pendant le film. Et cette annonce, on ne sait pas du tout si elle va vous intéresser. La plupart du temps, il y a plein de choses qui ne vous intéressent pas. Et bien sûr, ce que souhaitent les annonceurs, c'est de dire, tiens, là, il y a des jeunes femmes qui sont en âge d'avoir des enfants. C'est très intéressant parce qu'on va pouvoir leur proposer exactement ce dont elles peuvent avoir besoin. Là, il y a des jeunes enfants, on va leur proposer autre chose, etc. Et alors, pour faire ça, bien sûr, on peut se dire, il y a des créneaux. Il y a des moments où il y a les jeunes enfants, il y a les moments où il y a les jeunes femmes, il y a les moments où les maris qui rentrent, etc. Mais on peut faire beaucoup mieux. On peut regarder qu'est-ce que les gens regardent comme programme de télévision. Et puis ensuite, à partir de ces traces qui sont laissées par
le simple fait que vous avez actionné votre télécommande, et bien à ce moment-là, on peut se dire, ah ben, tiens, à telle heure, tel jour de la semaine, il a l'habitude de regarder tel type de film. Et à ce moment-là, eh bien, on va lui donner la publicité qui correspond à tel moment de la semaine. Ben, c'est cette nouvelle économie, alors qui, bien sûr, vaut pour la télévision, mais qui va valoir aussi pour Internet, qui va valoir dans énormément de contextes, et pour laquelle le profilage est essentiel. Alors à cela, il faut ajouter aussi que les grandes sociétés que j'ai mentionnées tout à l'heure ont bien compris qu'on est dans des économies nouvelles, des économies extrêmement mobiles, que vous pouvez changer du jour au lendemain, comme j'ai dit tout à l'heure, de moteur de recherche. Parce que tout d'un coup, on vous racontait que Google faisait les pires choses, et puis vous allez trouver un autre moteur qui est aussi bien que Google, et vous allez en changer. Et donc, pour éviter, bien sûr, ce passage de l'un à l'autre, ce que font ces grandes sociétés, c'est qu'elles ont compris qu'il fallait explorer en permanence l'ensemble de l'Internet pour être capable de récupérer les rumeurs dès qu'elles naissent et les exploiter pour essayer d'y faire face et éventuellement de répondre aux attaques qui sont formulées. Donc ça, c'est vrai pour les moteurs de recherche, mais c'est vrai de plus en plus pour beaucoup de sociétés. Par exemple, ici, je crois que vous avez un livre de Jay Jarvis. Il a expliqué que lui-même avait un blog et il avait un ordinateur Dell qui donnait des signes de faiblesse. Et il n'était pas content, donc il appelle Dell, puis Dell lui répond pas. Et à ce moment, sur son blog, il dit tout le mal qu'il pense de Dell. Et ensuite, il y a plein de gens qui ont trouvé exactement la même chose, qui ont répondu à son blog. Et puis, il y a une rumeur qui a circulé sans que Dell fasse attention. Et au bout de quelques années, les ventes de Dell ont baissé parce qu'il y avait un mécontentement de la population. La nouvelle économie, avec tous ces nouveaux acteurs de l'Internet, fait qu'ils sont en permanence à l'écoute des utilisateurs qui vont être des co-concepteurs, ils vont participer à la réalisation de leur dispositif par les retours d'usage. C'est tout à fait essentiel. Dès qu'on a affaire à des techniques informatiques, cette notion de retour est vraiment centrale. Et c'est pour exploiter ces retours que ces traces sont utiles. Donc dès que vous dites quelque chose qui est mal, on ne va pas vous condamner. Simplement, on va utiliser ça pour essayer soit d'améliorer, soit d'y répondre, soit de trouver une stratégie. Donc ça, c'est la deuxième chose. J'ai dit, les deux types d'acteurs, c'était les gouvernements et les sociétés privées. Puis troisième type d'acteurs qui vont intervenir, qui vont profiter de ce profilage, ce sont de nouvelles... disons, les mafias ont toujours existé, mais de nouvelles mafias. Vous savez que, par exemple, les virus, on a dans l'imaginaire que ce sont des jeunes gens talentueux et souvent un peu immatures qui jouaient des farces et qui étaient capables d'inventer ces logiciels malfaisants. Mais aujourd'hui, on sait très bien que ce n'est plus le cas, que la plupart des gens qui fabriquent des virus sont des mafias organisées qui viennent de pays sur lesquels la loi ne s'applique pas et qui ensuite vont menacer des sociétés, vont faire du chantage et elles rackettent un certain nombre de sociétés privées, c'est-à-dire qu'elles les menacent d'écrouler leur site. Vous savez qu'il y a des guerres aussi aujourd'hui qui se font sur Internet. Alors ces guerres, ça peut être donc des guerres avec des sociétés privées, ça peut être aussi des guerres avec des pays. Vous vous souvenez que les pays baltes ont été soumis à un certain nombre d'attaques, en France aussi d'ailleurs, les ministères régaliens ont été soumis à un certain nombre d'attaques ces derniers temps. Il y a des ONG aussi, bien sûr, qui profitent de ça. Juste pour vous donner une idée, voilà, c'est un site qui vous donne en permanence le nombre de cyberattaques et l'origine des cyberattaques. Il se trouve que je l'ai fait aujourd'hui, en préparant cet exposé, que les États-Unis, vous voyez, il y a beaucoup de cyberattaques qui viennent des États-Unis, un peu de la Russie, vous voyez, même pas mal la Russie, vous voyez. Vous avez vu le nombre de cyberattaques ici, alors vous voyez peut-être mal, 8 403 000. Alors, on va quand même regarder ici. Le nombre de cyberattaques en fonction du type d'attaque. Donc le premier, en violet, c'est sur le réseau. Et vous voyez, ça dépend des mois, bien sûr. Et là, vous voyez, on est à 13 millions, c'est par mois. Ça fait pas mal, quand même. C'est
assez impressionnant. Puis là, ce sont d'autres cyberattaques sur les sites web, sur les consoles, etc. Sur les téléphones portables aussi. Vous avez des cyberattaques, on le voit moins parce que c'est en jaune. Il y en a un peu moins, mais il y a des cyberattaques sur vos téléphones portables. Et donc, qui sont responsables de ces cyberattaques? Je l'ai dit tout à l'heure. Ça peut être donc toutes ces mafias qui veulent soit s'attaquer spécifiquement à une société, parce qu'elles veulent que cette société leur verse une rançon, ou s'attaquer à un État. C'est donc cette forme nouvelle de guerre. Vous allez me dire, ce ne sont pas des traces, mais elles vont récupérer chez nous, dans nos ordinateurs, un certain nombre de traces. Et puis, dernière, des ONG. Donc, vous vous souvenez tous des Anonymous, on reparlera d'eux, bien sûr, parce qu'ils sont des acteurs dans ce monde contemporain, et qui... au moment où on a attaqué ce qui était un peu leur héros, qui était Julian Assange, vous vous souvenez, l'homme qui a mis en place Wikileaks, on va revenir sur Wikileaks tout à l'heure. Et donc, à partir du moment où on l'a mis en prison, ils ont voulu le défendre, et pour ça, ils ont déployé des cyberattaques sur les sites des cartes bancaires. Éventuellement, il y a un certain nombre... Au départ, des gens comme Julian Assange, c'était ce qu'on appelle des hackers, et ils se prétendaient éthiques, en ce sens qu'ils disaient qu'ils faisaient ça pour le bien, mais bien sûr, ça leur arrivait de casser des codes, de récupérer un certain nombre d'informations confidentielles, soi-disant confidentielles. Donc voilà, donc c'était un nouvel acteur. Alors maintenant, une question, c'est, à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut craindre? Alors, première chose, est-ce qu'on peut effacer les traces? Parce que si on laisse des traces, bien sûr, on aimerait... se dire on va tout nettoyer. Les empreintes digitales, par exemple, on peut essayer de nettoyer le verre. Alors, la première chose pour essayer de tout effacer, c'est de se dire on va anonymiser un certain nombre de données. C'est-à-dire qu'il y a par exemple, vous faites un examen médical, pour des raisons scientifiques, on veut réexploiter les examens que vous avez. Et en général, on est d'accord. Si vous avez fait une analyse de sang, vous n'avez rien contre le fait que ce soit réutilisé. Mais vous aimeriez bien qu'on ne dise pas que c'est votre nom, qui est simplement, on va prendre. Et donc, on anonymise, on enlève les noms. Alors, est-ce que enlever les noms, ça suffit vraiment pour anonymiser? Eh bien, malheureusement, non. Parce qu'on est toujours presque capable de récupérer l'information à partir des bases de données, par croisement des bases de données. Ça, c'est extrêmement important. Voilà, je vais prendre ce petit exemple. Supposez que vous avez deux bases de données. Une de données médicales, sur lesquelles ce sont des dossiers de patients. Donc là, il faut qu'il y ait votre nom, votre dossier de patient, sinon on ne vous récupère pas. Mais justement, on a essayé de les anonymiser. Donc on a enlevé les dossiers de patients en disant, pour la recherche médicale, on va juste mettre les dates de visite, les diagnostics, les procédures, les médicaments, etc. Et puis bien sûr, on va de votre sexe. Bon, a priori, ça c'est quand même... je veux dire, c'est confidentiel, mais c'est quand même... C'est la moindre des choses. Votre date de naissance, c'est normal pour connaître votre âge. Et puis votre zip code. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir une deuxième liste qui est utilisée où il n'y a pas d'informations personnelles. Il y a juste votre nom, donc pour voter, c'est les listes d'émargement, donc il va y avoir votre nom, ça c'est nécessaire, votre adresse avec votre zip code, votre sexe, votre date de naissance, éventuellement le parti auquel vous êtes affilié, la dernière date à laquelle vous avez voté. Ces deux bases de données ne posent aucun problème. Maintenant, si vous les croisez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez regarder quelles sont les informations communes. Et en particulier, si vous avez le zip code, si vous avez la date de naissance et si vous avez le sexe, il y aura relativement peu de gens. C'est-à-dire que, dans Paris, c'est vrai que les arrondissements sont un peu grands, mais la plupart du temps, si vous avez le code postal et que vous avez le sexe et la date de naissance, il y a quand même relativement peu de gens qui sont nés exactement ce jour avec ce... Et donc, on arrive pratiquement, à partir de ça, à identifier le nom de chaque individu et ses maladies. Ce qui était a priori pas possible, puisqu'il y avait deux bases de données qui étaient séparées. Donc ça, c'est un énorme problème, et on ne sait pas comment y faire face, parce que souvent, justement, on pense qu'une solution pour essayer de limiter les risques d'exploitation malfaisante des bases de données, c'est d'éliminer les informations, et donc c'est quelque chose qui
qui est très difficile. L'anonymisation est très difficile. Et elle sera de plus en plus difficile. Hein. Imaginez que d'ici quelques temps, on sera capable de séquencer le génome de quelqu'un. Et ben, une fois que votre génome est séquencé, vous avez une identification totale sur ce génome, parce qu'il y a très peu de chances qu'il y ait quelqu'un d'autre qui ait le même génome que vous. Alors, deuxième chose, ça on peut se dire, bon, on pourrait essayer de faire attention aux bases de données, mais d'avoir un certain nombre de règles juridiques. Deuxième chose, et là ça va être intéressant, sur Internet. On parle souvent de droit à l'oubli. Vous avez entendu parler du droit à l'oubli. C'est l'idée qu'on voudrait éliminer les choses. Est-ce qu'on peut oublier sur Internet? Alors ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est comment fonctionne un moteur de recherche rapidement, pour que vous compreniez bien que cette notion de droit à l'oubli, en dépit de toutes les promesses qu'on nous fait, est illusoire. Que les traces que nous laissons sur Internet ne peuvent pas être effacées. Ce qu'on efface, vous allez voir, ce ne sont pas tout à fait ces traces, c'est autre chose. Alors, comment fonctionne un moteur de recherche? Eh bien, c'est, je vais dire, assez simple. Oui, c'est pas si compliqué que ça. Vous avez des robots. Alors, ça s'appelle des agents qui vont aspirer le web. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, vous avez bien vu sur le web, vous avez des liens, et vous pouvez passer de lien en lien. Bien sûr, vous pouvez le faire en cliquant, mais on peut très bien imaginer qu'un logiciel soit capable d'aller sur un site, et puis là, il voit tous les liens, et puis chaque lien, il le stocke, et ensuite, il va sur tous les sites qui sont associés aux différents liens. Bien sûr, il est infatigable, il le fait la nuit, et puis ensuite, il ramène toutes les pages qu'il a visitées. Il les duplique, ça ne lui pose pas de problème. Et on les stocke dans d'immenses bases de données. C'est ce que font l'ensemble des moteurs de recherche, Google, mais tous les autres moteurs de recherche. Ça pose pas beaucoup de problèmes à faire. Il faut des machines puissantes, bien sûr. Mais ça, bon, aujourd'hui, ça ne pose pas de problème. Alors, une fois que ces pages sont aspirées, ce qu'on va faire, c'est que chaque page, chaque site, on va essayer de l'indexer. Pour ça, on prend l'ensemble des mots qui sont sur le site et on va constituer ce qu'on appelle un dictionnaire inversé. Alors qu'est-ce que c'est? Vous vous souvenez, un dictionnaire, chaque mot a une définition. Ici, donc, ce qui va nous intéresser, le mot, ça correspond un peu à la page. Et le dictionnaire inversé, on prend l'ensemble des mots des définitions et on veut revenir aux définitions. Par exemple, ici, j'ai pris deux définitions. Philatéliste, une personne qui collectionne des timbres-poste, et puis numismate, une personne qui collectionne les monnaies anciennes et les médailles. Et donc, ce qu'on aimerait, le dictionnaire inversé, c'est de dire, si on a collectionné, eh bien on pourra avoir un lien vers numismate et un lien vers philatéliste, et puis si maintenant j'ai collectionné monnaie et que j'ai pas timbre, à ce moment-là, on va essayer de se restreindre sur numismate. Et pour faire ça, bien sûr, on va avoir un dictionnaire sur chaque mot. On regarde la liste des articles, des sites sur lesquels il apparaît. Alors, bon, bien sûr, il y a des petites précautions à prendre. Alors, d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éliminer un certain nombre de mots sans intérêt. Les articles, par exemple, les là, les le, ils ne sont pas intéressants parce qu'ils sont sur tous les sites. Et puis, les mots qui sont trop rares, qui n'existent que dans un seul site, ça, ils ne sont pas intéressants, donc on va les éliminer. Donc pour ça, il y a des outils mathématiques, ce qu'on appelle TF-IDF par exemple, Term Frequency Inverse Document Frequency, qui permettent de faire ce genre de choses. Mais là, il y a beaucoup de travaux, de recherche qui ont été faits. Et puis une fois qu'on a réduit ce nombre de mots, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, vous avez donc chaque mot, et puis tous les sites dans lesquels il se trouve. Le problème, bon, il y en a beaucoup, mais bon, ça, on peut se débrouiller, mais surtout, ils sont dans n'importe quel ordre. Et donc ensuite, il faut les ordonner. Et alors, ce qui avait la fortune de Google, c'est qu'ils avaient une technique pour faire un ordonnancement qui était judicieux. Et cet ordonnancement, il est le cœur de l'algorithme de Google. On sait à peu près comment il est fait, encore que bon, d'abord il change dans le temps, et puis ensuite, c'est un peu un secret, comme Coca-Cola. Mais enfin, on a quand même des petites idées. Qu'est-ce qu'il fait? Il va ordonner, c'est-à-dire qu'il va dire, les sites les plus populaires, ce sont les sites qui sont les plus cités.
Et donc, il va mettre en premier les sites qui sont les plus cités. Alors, bien sûr, on pourrait citer beaucoup de sites pour rien. Donc, il va donner une qualité aux gens qui citent bien et une qualité aux sites qui sont bien cités. Et donc, ça, mais on pourrait bien sûr imaginer d'autres types de choses. Ça, c'est le principe général. Mais maintenant, on va se demander qu'est-ce qui se passe. Donc, ici, j'ai dit, ici, vous avez des mots dans le dictionnaire inversé. Et puis, chaque mot, vous allez avoir un site, c'est-à-dire vous allez avoir une URL. L'URL, ça veut dire, c'est location, c'est l'endroit où se trouve quelque chose. Et donc vous avez cet ensemble d'URL. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on veut oublier sur Internet? Alors, quand on a affaire à une société, vous savez qu'il y a des sociétés commerciales qui vous promettent de vous faire oublier si vous avez une information que vous voulez cacher. Alors comment est-ce qu'elles font? Bon, en réalité, elles ne vous font pas vraiment oublier. La seule chose qu'elles font, c'est qu'elles vont vous masquer. Donc, quelle est l'idée? Vous avez ces URL, et vous avez le mot rouge là, il est gênant parce qu'il y a les URL que j'ai montrées en rouge ici, dont vous n'êtes pas très fiers. Vous aimeriez qu'on les élimine. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va ajouter de l'information neutre. Et l'idée, c'est que, en fait, les informations qu'il va ajouter... Ah oui, pardon, au départ, excusez-moi. Au départ, j'étais... mes transparents. Voilà. J'étais ici, vous voyez, vous aviez ce mot P. Et il a des URL qu'il voudrait cacher. Ce sont celles-là, les URL qu'il veut cacher. Et pour ça, qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute de l'information neutre, ici, avec un certain nombre de pages, sur le même mot. Et il se débrouille à ce que cette information neutre ait une assez grande popularité. Et à ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque quelqu'un recherche sur ce mot-là, il va trouver dans les 2-3 premières pages, il ne trouvera plus l'information gênante. Et donc, à ce moment-là, il sera content puisque ça n'apparaîtra plus. Mais ce n'est pas parce que ça n'apparaît plus que ça n'existe plus. Les URL seront toujours présentes. Personne ne les effacera. On va supposer que quelqu'un ait eu une affaire avec la police. Quelle est l'idée s'il veut se faire déréférencer? C'est que on donne un tas d'informations sur lui qui vont être un peu autres. Mais ça n'empêche que les articles de journaux qui auront paru au moment de son affaire seront toujours présents, même si on n'y accédera plus très facilement. Donc ça, c'est une première méthode. Il se trouve qu'il y a quelques semaines, j'avais un projet à expertiser pour la Commission européenne d'une grande société que je nommerai pas ici. Et le but de ce projet, c'était de vérifier la validité d'un certain nombre de faits. Et donc l'idée, c'était de se dire, vous avez des moteurs de recherche, et à ce moment-là, vous ne l'éditez pas à la première page, parce que vous allez avoir un outil automatiquement qui va chercher dans toutes les pages du moteur de recherche. Et bon, moi, je trouvais que c'était intéressant, mais quand même, c'est assez inquiétant. Ça veut dire qu'on retrouve toute l'information. Et alors, ce qui était amusant, c'est que la communauté européenne, aujourd'hui, a un formulaire, et vous devez cliquer un certain nombre de points, en particulier sur les questions éthiques. Est-ce qu'il y a des problèmes éthiques? Est-ce qu'il y a des données personnelles? Et là, dans la tête du projet, c'est non, il n'y a pas de données personnelles là-dedans. Tout est public puisque c'est sur le web. Il n'y a pas de... Bien sûr, des traces, c'est sur le web. Il n'y a pas d'individu, il n'y a pas d'expérimentation avec des humains. Non, c'est sur le web, il n'y a pas d'humains dans cette affaire-là. Et alors, moi, j'ai suggéré quand même à la communauté européenne de regarder un peu plus précisément cette question éthique, parce que je me suis rendu compte que c'était terrifiant, vous voyez, que ça veut dire que toutes les traces qui sont là, elles peuvent être potentiellement exploitées par ce type de projet. Je crois que c'est... Alors, je vais continuer parce que vous vous souvenez que Google a promis donc ça, c'est ce qu'on vient de voir. Google a promis un droit à l'oubli. Vous vous souvenez? Il y a eu des négociations. Alors, on se dit, c'est bien quand même, c'est Google, il n'y a pas de problème. Donc on va regarder comment est-ce qu'ils font. Même principe. On va supposer que c'est ce mot qui ne marche pas. Ils coupent. Ils coupent les URL qui sont associées à ce mot. Éventuellement, les URL gênantes, ça ne les gêne pas. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'utilisent que leur dictionnaire inversé. Mais les URL, elles seront toujours présentes sur le net. Et donc, si vous aviez un autre mot qui était associé à vous, et qui avait les mêmes URL, qui pointaient sur les mêmes URL, celui-là, il restera toujours présent. Et donc l'information, elle sera toujours là. Donc tout ça pour dire, je crois que c'est vraiment essentiel, c'est que cette notion de droit à l'oubli n'a pas de sens.
les données stockées sur Internet, aspirées sur les machines, restent. Et on ne peut pas les effacer comme ça, par tout simplement la volonté d'un gouvernement, la promesse d'un ministre, etc. Je crois que c'est important. Alors maintenant, donc, question, que craindre? Parce qu'on a vu qu'on ne peut pas effacer les traces. Donc, quel est le risque? Alors, on peut dire qu'il y a des risques de surveillance. Effectivement, on peut imaginer un regard qui viendrait d'en haut, qui est anonyme, et qui ferait intrusion dans toute notre vie. Et ça évoque, bien sûr, on va revenir là-dessus, ça évoque, bien sûr, Big Brother, le fameux roman de Orwell. Mais dans Big Brother, on avait l'idée de la personne. Il était inquiétant, mais c'était une image du pouvoir stalinien, de ces grands dictateurs du milieu du XXe siècle. Est-ce qu'aujourd'hui, on imagine notre président actuel dans la tête de ce dictateur? Je ne sais pas, mais je ne crois pas. Est-ce qu'on imagine qu'Obama, le président de la plus grande puissance mondiale, puisse être un dictateur comme Orwell, comme Big Brother, avec le système PRISM? Je ne crois pas non plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme risque? Il me semble qu'il y a une deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la surveillance. Alors là, peut-être que le terme ne vous est pas connu. Il a été introduit par un technologue américain que j'ai évoqué au tout début de cet exposé, qui s'appelle Steve Mann, qui est un spécialiste d'informatique vestimentaire, et qui a créé ce terme pour rendre compte de la nouvelle réalité dans laquelle on était liée à ces capteurs incessants d'informations. Lui, il pensait à ses lunettes, parce que c'est lui, en réalité, qui a conçu les Google Glass. Il a conçu autre chose, mais qui a donné naissance au Google Glass, appelé A-Type. C'est l'œil robinet. C'est-à-dire vous mettiez ça sur vos lunettes, il enregistrait en permanence toutes les choses. Alors, quelle est l'idée? C'est que la surveillance, celui qui veille est au-dessus. C'est un Américain. Il a fait sa thèse au MIT. Il travaille au Canada. Il ne parle que l'anglais comme les Américains. Mais quand même, il est un peu curieux. Il a essayé de regarder l'étymologie du terme surveillance. Il a vu que c'était dans une langue un peu étrange qu'est le français. Et à ce moment-là, donc, il a dit, bon, on va faire un autre mot à partir de la même racine. Et il a appelé ça la surveillance. La surveillance, celui qui regarde est au-dessus. Et il a dit, peut-être qu'avec ces nouveaux dispositifs, par exemple avec le téléphone portable sur un quai de métro, vous pouvez prendre des informations, vous voyez que la police se conduit mal, vous prenez l'information, vous la diffusez sur Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les dispositifs de captation d'informations nous offrent cette possibilité à n'importe qui de prendre des images et des sons et de les diffuser par lui-même, ce qui n'était pas possible dans les sociétés de surveillance qui étaient décrites par Orwell. Emblématique, bien sûr, de ces nouvelles possibilités. Nous avons Wikileaks avec des gens comme Julian Assange qui, justement, veulent promouvoir cette possibilité qu'ont tous les citoyens de prendre l'information et de la diffuser. Wikileaks s'était vu comme l'agence de presse du peuple, avec des limitations, bien sûr. On pourra en discuter éventuellement tout à l'heure. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, quand on craint la surveillance, certes, il faut la craindre, mais peut-être que le danger vient d'ailleurs, on va voir tout à l'heure, parce que cette surveillance, donc c'est quoi? C'est l'idée que le regard vient d'en bas. Il peut avoir un visage, mais pas tout le temps un visage, parce que ça peut être aussi sur toute forme de délation, etc., anonyme. L'information est mise publiquement, elle est accessible à tout le monde, et on suppose que tout le monde peut échanger sur cette information. Bien sûr, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'informations, que ces traces que j'ai évoquées tout à l'heure, elles vont être tellement nombreuses qu'elles seront difficiles à exploiter. Elles seront difficiles à exploiter parce que nous-mêmes, nous sommes noyés sous les traces et nous ne savons pas comment interpréter telle ou telle trace. Mais que même les États, même les États-Unis avec le système PRISM, a du mal à traiter tout ça. Lorsqu'on parle des big data, on laisse entendre qu'on est capable de saisir à partir de cette somme d'informations ce qui nous intéresse, de saisir, par exemple, de détecter un complot. Mais la vérité, c'est que c'est pas facile de détecter un complot. D'ailleurs, comment vous repérez qu'il y a un complot? Comment vous distinguez un complot qui est organisé par quelques personnes d'une surprise party ou d'un groupe de musique qui va essayer d'organiser une fête qui va bien chauffer et qui va être... c'est très difficile. Alors, ce que je veux dire en conclusion, c'est vous avez aujourd'hui de nouveaux acteurs et de nouveaux risques. Et ces risques ne sont pas obligatoirement lié à la surveillance, mais cette surveillance, c'est-à-dire le fait que tout le monde peut utiliser les traces que vous laissez, alors à la fois
des sociétés commerciales, bien sûr, peuvent les exploiter, hein, mais ça, au fond, ça n'est pas si grave. Mais il peut y avoir d'autres acteurs. Hein, ici, on voit des systèmes qui exploitent les informations financières, hein, ou d'autres formes de criminalité qui sont beaucoup plus contemporaines et beaucoup plus courantes et beaucoup plus dangereuses pour notre vie de tous les jours. En conclusion, je crois que la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que 1984 est derrière ou devant nous? Mathématiquement, il est en arrière. Technologiquement, il nous semble que les dispositifs de captation d'informations ont l'air de nous ramener à ce qu'était cette idée de 1984. Et d'ailleurs, voici ici la couverture d'une des premières versions de 1984. Vous voyez que ça ressemble étrangement à nos Google Glass que j'ai présentés au début de cet exposé. Et la question, faut-il craindre la généralisation de la surveillance avec cette prise des traces et cette exploitation des traces, ou alors faut-il craindre la surveillance avec de nouveaux dangers, de nouveaux acteurs qui vont intervenir, qui ne seront plus les États, hein, mais une prolifération, hein, de petits groupes qui pourront se saisir de l'information, hein, et mettre en cause toute forme d'organisation, hein, quelque chose qui nous semble être vu tous les jours. Et puis enfin, et ce sera mon dernier transparent, hein, je crois qu'on peut résumer aujourd'hui les problèmes contemporains avec ce que j'ai appelé le nouveau trilemme. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait ce que c'est qu'un dilemme, hein, c'est quand il y a deux termes qui sont antagoniques. Eh bien, je crois que pour ces questions d'information, il y a trois termes qui sont antagoniques, c'est-à-dire trois désirs que nous voudrions satisfaire simultanément et qui malheureusement sont antinomiques les uns avec les autres. Le premier, c'est la protection de l'intimité de la vie privée. Nous pensons que nous avons un intérieur et que personne ne doit rentrer à l'intérieur. Nous sommes dans des sociétés de plus en plus individualistes et c'est de plus en plus vrai. Alors, il ne faut pas se tromper, il faut savoir que l'intimité de la vie privée n'est pas éternelle, qu'au Moyen-Âge, dans les villages, il n'y avait certainement pas de vie privée. Hein, au XVIIIe siècle, elle commence à naître avec des gens comme Jean-Jacques Rousseau, hein, mais c'est réservé à une toute petite élite. Hein, et le concept de vie privée, tel qu'on le connaît aujourd'hui, vient de la fin du XIXe siècle, avec le développement de la presse. Mais on a donc plus d'intimité aujourd'hui qu'on n'en a jamais eu auparavant, mais en même temps, on veut la conserver, et c'est une aspiration qui me semble tout à fait légitime. Deuxième aspiration, on veut une forme de sécurité. On pense que l'État doit nous protéger contre un certain nombre de dangers. Et je crois qu'on a raison. Et cette sécurité, hein, cette protection, hein, elle veut dire que, par exemple, hein, vous voulez que le système social, le système de santé soit capable de vous protéger. Mais le problème, c'est que quelquefois, ça va à l'encontre de la protection de l'intimité de la vie privée. Hein, vos données médicales sur votre carte vitale, vous voudriez qu'elles soient personnelles, et puis quelquefois, vous voudriez, si vous avez un accident, qu'on soit capable de les dévoiler. Il y a une tension entre les deux, bien sûr. Ce n'est pas évident à résoudre, parce que vous pouvez dire, bon d'accord, la carte vitale, on va se débrouiller à ce que seuls les médecins puissent la voir. Mais, bien sûr, vous ne voulez pas que votre patron sache exactement ce que vous avez comme maladie. Seuls les médecins. Mais si jamais c'est le médecin de votre caisse d'assurance, vous voudriez peut-être qu'il ne la regarde pas de trop près. À ce moment, on va dire, ah ben, on va donner la liste des médecins. Mais maintenant, si vous avez un accident sur le bord de la route, vous aimeriez qu'un médecin qui n'est pas sur cette liste puisse la consulter. Donc vous voyez, ça pose des questions qui sont extrêmement délicates à résoudre, et c'est important. Puis il y a une troisième chose. Et ça, je crois que c'est tout à fait essentiel. On est dans des sociétés qui aspirent à la transparence. On pense que les négociations politiques, tout ça doit pouvoir être connu de tout le monde. On pense qu'il n'y a plus de domaine réservé, hein, que le secret d'État n'est pas bon. Hein, on invoquait la raison d'État, hein, on pense que c'est une mauvaise raison aujourd'hui, et je crois qu'on a raison. Mais le problème, c'est que la transparence, ça va à l'encontre de l'intimité de la vie privée. Alors vous voyez, il y a une idée classique, hein, qui est que lorsque on a affaire à des puissants, on doit savoir tout d'eux, parce qu'ils ont du pouvoir, et que nous, on est des petits, mais la vérité, c'est que chacun, dans notre vie, on est à la fois soumis et on a une certaine autorité. Un maître d'école, il a une vie privée, est-ce que tout ce qu'il doit, il peut avoir, c'est une situation d'autorité, vous voyez, un médecin, un avocat,
hein, un ingénieur. Donc la question c'est, il y a une tension entre les deux, entre l'intimité de la vie privée et la transparence. Comment régler cette tension? Ben, c'est quelque chose qui est assez délicat. Et puis enfin, j'ai dit, il y a aussi une antinomie entre la sécurité et la transparence, parce qu'effectivement, hein, une transparence totale peut mettre en jeu la sécurité d'un certain nombre de gens, parce qu'on peut révéler, par exemple, hein, leur nationalité, à ce moment-là, des gens qui seraient hostiles au pays auquel ils appartiennent, ou leur religion, hein, pourraient, bien sûr, attenter à leur vie. Et donc, je crois que c'est important, et ce sera la conclusion, hein, je crois, de cet exposé sur les traces. Hein, j'ai essayé de vous montrer hein, l'ampleur de ces traces, hein, ce qu'on pouvait en faire. Et ensuite, bien sûr, tous les risques qui sont liés à la prolifération de ces traces et la difficulté, bien sûr, devant laquelle on se trouve confronté aujourd'hui, qui est de savoir quelle attitude aborder, parce que ces traces sont utiles, elles sont nécessaires, elles peuvent être aussi nocives. Je pense que l'enjeu dans les années à venir, ce sera non pas de supprimer ces traces, parce que d'abord on ne le peut pas, puis c'est illusoire, mais ce sera de trouver les bonnes règles, de régir correctement ces équilibres entre ces différentes aspirations qui me semblent toutes légitimes et qui sont celles des hommes du monde contemporain. Merci. Merci beaucoup pour cet exposé très clair et qui pose beaucoup de questions. Donc, je vais faire circuler un micro si vous souhaitez vous exprimer. Ouais. Bonsoir, merci pour votre exposé. J'avais une question par rapport au fait qu'on ne puisse pas effacer une URL. Pourquoi on ne pourrait pas? Pourquoi on ne peut que la masquer et pourquoi on ne pourrait pas l'effacer physiquement? Ben, d'abord, comme je vous l'ai exposé, dans le principe même des moteurs de recherche, il y a aspiration de toutes les pages. Alors, bon, ensuite, l'information n'est pas nécessairement collectée, mais chaque URL va être indexée par différents mots qui apparaissent dans la page. Et ensuite, Google ne s'est pas engagé à effacer l'URL de tous les mots sur lesquels elle apparaissait. Non, mais on pourrait demander au site qui héberge la page de l'effacer, non? Tout à fait. Mais vous voyez, si c'est un journal, il n'a aucune envie d'effacer tout le numéro du journal parce qu'une personne n'est pas contente, vous voyez. Et il le fera pas. En plus, parce qu'il a ses archives, hein, il le fera pas. Donc je veux dire, il y a très peu. Et puis vous ne pouvez pas empêcher qu'il y ait des images, des miroirs du web à un moment donné. Vous savez qu'il y a l'équivalent du dépôt légal à la Bibliothèque nationale qui est fait pour le web. Et donc on a des images du web, donc on peut récupérer les images du web. Alors bien sûr, c'est fait sur certaines périodes de temps, hein, mais on peut le faire par exemple tous les jours ou toutes les semaines, hein, ne récupérer que les informations changeantes. Et donc de ce fait, il n'y a pas vraiment de disparition, et puis tout le monde ne serait pas d'accord pour effacer toute cette information. Et la question s'est posée dernièrement, la communauté européenne a voulu exiger que, effectivement, on élimine toutes les informations qui seraient personnelles et qui ne seraient pas d'intérêt pour les historiens. Et les historiens sont élevés contre ça parce qu'ils ont dit, oui d'accord, mais on ne sait pas a priori ce qui n'est pas d'intérêt historique, on ne le sait qu'après. Hein, ils disaient, par exemple, pour la Deuxième Guerre mondiale, hein, on a tout un tas d'éléments qui sont des éléments de la vie de tous les jours, qui ensuite, 40 ans, 50 ans après, ont vraiment aidé les historiens à retravailler sur la société. Merci. Vous avez évoqué le cas de contrôle du cyberespace. Bon, si je peux parler ainsi de la perméabilité du cyberespace, c'est-à-dire la capacité des États de contrôler la société à travers le cas des États-Unis, du gouvernement des États-Unis. Vous avez aussi parlé des intrusions des particuliers dans les différents fichiers, que ce soit gouvernementaux ou en tout cas de contrôler à leur manière le cyberespace. Maintenant, ma question est de savoir finalement de qui avoir peur
des États ou du particulier? Et justement, c'est bien la question. Parce que, effectivement, bon, un État pourrait essayer d'exploiter toutes ces informations. Bon, les États ne sont pas égaux là-dessus. Les États-Unis, c'est très intéressant parce qu'ils ont exigé des grandes sociétés qu'elles leur donnent l'information parce que eux avaient certaines informations, mais ils n'avaient pas tout comme information. Ça montre déjà bien que les États ne sont plus tout puissants, plus aussi puissants que ce qu'ils étaient auparavant. Mais bon, ils ont pu récupérer cette information. En France ou en Europe, est-ce que vous croyez que si on allait taper à la porte de Google en disant « Ah, est-ce que vous pouvez nous donner ces informations ?» Je pense qu'ils ne nous les donneraient pas. Vous voyez, les Américains, il y a des moyens de rétorsion sur les grandes sociétés que les gouvernements européens n'ont pas. Donc les États se retrouvent relativement démunis dans cette configuration actuelle, même s'ils gardent un certain nombre de... Disons que ce qui se passe, c'est qu'un État, par exemple sur les téléphones portables, un État est capable, s'il cible une personne, de regarder toute l'information qui est liée à cette personne. Mais en revanche, il n'est pas capable d'exploiter vraiment toute cette information. Et ce que disent les Américains, c'est qu'avec leurs données, ils sont capables de repérer des attentats, de détecter des attentats. Et toutes les personnes qui sont bien informées et qui connaissent bien ces problèmes pensent que ça n'est pas aussi simple que cela. En revanche, qu'il y ait des particuliers, qu'il y ait de nouveaux groupes qui utilisent toutes ces informations, ça oui, et qu'il y ait des visées malfaisantes, ça c'est extrêmement possible. Et là, on est assez vulnérable. Il y a d'ailleurs nombre de cas de cybercriminalité. Alors ça peut être des attaques, des vols d'identité, des attaques de carte bleue, etc. Tout ça, c'est le nouveau monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et ma deuxième question, c'est de savoir maintenant... partant de cette guerre, de cette cyberattaque, est-ce qu'il faudra former des armées, si on peut dire, cybernétiques au niveau des États pour pouvoir assurer la sécurité des sociétés? Pourquoi? Parce que, bon, si je parle ainsi, je prends le cas, par exemple, d'un système de sécurité sociale ou un système sanitaire où, bon, si jamais il y a eu une attaque, bon, ça peut paralyser tout un système, c'est ce que je veux dire. Un exemple, c'est un exemple. Non, vous avez raison. Alors d'abord, ça a commencé quand même. Il y a dans les différents pays, en particulier dans les pays européens et aux États-Unis, il y a une attention très grande portée à ces questions-là. Il y a pas mal de spécialistes. Mais en même temps, bien sûr, la difficulté, c'est que contrairement à ce qui se passait avec des armements classiques, où on savait grosso modo quelle était la puissance de l'ennemi, même si on pouvait se tromper un tout petit peu, dans le cas de la cyberguerre, justement, l'arme, elle est puissante parce qu'elle est neuve. Vous voyez, un virus, il est néfaste au début. C'est une arme à un coup, d'une certaine façon. Mais elle peut être extrêmement déstabilisante. Et en général, bien sûr, on ne la connaît pas a priori. Et donc il y a énormément d'inquiétudes qui sont présentes. Et vous vous souvenez par exemple du virus Stuxnet, par exemple, qui a été fait, on ne sait pas par qui, on pense que les Israéliens, on n'en est pas certain, et qui a mis hors service un certain nombre de centrales de production d'uranium en Iran. Donc effectivement, vous avez raison, ce sont des nouvelles formes de guerre et qui soucie énormément les hommes politiques. Vous vous souvenez, je l'ai dit tout à l'heure, mais qu'il y a un pays balte qui a été attaqué très, 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 très violemment par des pirates informatiques. Et on n'est pas à l'abri du tout dans nos pays. D'ailleurs, on entend de temps en temps parler. Les médias, souvent, ne rendent pas extrêmement populaire, ils ne divulguent pas vraiment beaucoup cette information, mais on entend parler quand même quelquefois d'attaques de sites officiels ou du ministère. Moi j'avais des nombres d'ailleurs, c'est quand même relativement impressionnant. Est-ce qu'il y a encore une intervention? Oui. Oui, moi j'ai eu vent. On a l'impression quand vous parlez que c'est quand même très au présent, parce que moi j'ai entendu ou j'ai lu aussi les deux
pour l'histoire, pour les archives, que justement tout ce qui était informatique était extrêmement volatile, extrêmement perdable, et que je crois que c'est dans un article que peut-être la seule solution ce serait des DVD de verre, mais c'est pas rentable, donc on les fait pas. Donc il y a un souci énorme pour les informations importantes à garder pour le futur. Donc j'ai l'impression que vous parlez toujours au présent, quand vous parlez d'attaque, quand vous parlez de tout, c'est au présent, mais le futur, est-ce qu'on va avoir quoi que ce soit ou rien du tout? Oui, non, vous avez raison. Il se trouve que j'ai fait, il y a assez peu de temps, une conférence pour ce qu'on appelle l'Observatoire des mémoires. Hein. C'est un petit groupe de scientifiques où on travaille sur la mémoire. Et justement, je m'étais amusé, parce qu'il y avait surtout des biologistes, des psychologues, etc. Et j'avais parlé des pathologies des mémoires numériques. Parce que, de même que nous avions les études de psychopathologie qui étaient faites par les psychologues qui, pour comprendre la mémoire, regardaient ce qui ne marchait pas, et bien effectivement, si on veut regarder nos mémoires contemporaines, à la fois on a une forme d'hypermnésie, c'est-à-dire un stockage de toutes les informations à l'intérieur desquelles on ne sait pas hiérarchiser des choses, les trier. Hein, vous avez vu ce qu'on voyait sur le lifelog, hein, tout est à plat, c'est extrêmement difficile. Et donc, ce qu'on appelle les big data, c'est cet espoir qu'on pourra en faire quelque chose. Donc on est envahi par les mémoires, et en même temps, cette somme considérable de mémoire, elle prélude une forme d'amnésie. Pourquoi ? Parce que les supports qui sont les supports physiques, qui sont ceux des mémoires actuelles, sont extrêmement denses. Dans la mesure où ils sont très denses, toute petite corruption d'un support le rend inutilisable. Savez-vous que, par exemple, un DVD-ROM, peut-être que ça dure 10 ans, 20 ans, mais pas plus. Et si vous l'utilisez beaucoup, encore moins. Alors, ensuite, vous pouvez avoir des techniques qui sont un tout petit peu plus solides, mais en tout cas, au-delà d'un horizon de 50 ans, voire de 100 ans, on ne sait absolument pas. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait, d'une part, avoir... Alors, on a parlé des disques de verre à une époque, mais il y a différentes techniques qui sont envisageables, mais on n'a pas encore de solution. D'autre part, même si on garde un disque de verre, le problème, supposez que le disque de verre, il reste là, et que notre société disparaisse, et puis que dans 2000 ans, il y a des extraterrestres qui arrivent, et puis qui prennent le disque de verre. Ils ne sauront pas quoi en faire parce qu'ils n'auront aucun moyen de comprendre les codes qui sont sur le disque de verre. Et donc, il faudrait leur fournir l'équivalent de la pierre de Rosette pour ces disques de verre. Donc ça pose un problème. Et puis, pour les autres types de stockage, parce qu'on ne peut pas tout mettre sur des disques de verre, pour les autres types de stockage, il faut les rafraîchir de façon régulière. Donc c'est une question ouverte, il y a pas mal de gens qui travaillent là-dessus, parce qu'on a une grande inquiétude là-dessus, mais vous voyez ce paradoxe, c'est qu'effectivement, le présent c'est l'hypermnésie, et le futur c'est le risque d'amnésie. Et puis il faudra trier aussi, pour savoir quoi conserver. Encore, c'est une autre question. Oui, bonsoir. Finalement, ma réflexion rejoint celle de Madame, c'est-à-dire que finalement ce système est très fragile, et nous sommes mortels. Alors ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que même mortel, tout ça, ça va continuer après nous. Et si je brûle mon ordinateur, est-ce que tout disparaît ? Ou si on arrache les fibres sous-marins pour casser tout ça ? Est-ce que c'est possible ? Eh bien justement, effectivement, ce qui se passe, c'est que si les informations restent disponibles, ce qu'on appelle le cloud, c'est une délocalisation des informations. Donc elle n'est plus sur votre disque dur, pas toute l'information, mais une partie de l'information. Ce que vous avez sur Facebook, par exemple, c'est sur des satellites ou sur des serveurs que vous ne connaissez pas, c'est dupliqué, et donc, si vous mourrez, ça restera là. Et donc, effectivement, à une époque, d'ailleurs, il y avait des gens qui se posaient la question, est-ce qu'on peut avoir une mort numérique ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Parce que si vous mourrez dans un accident, que vous avez vos mots de passe avec vous, puis vous ne les avez pas donnés à vos enfants, et bien à ce moment-là, vous allez toujours exister. Et puis, on va envoyer des sollicitations, etc. Et puis, on ne saura pas quoi en faire, bien sûr. C'est étrange, mais vous voyez, c'est une société qui est très nouvelle. Je crois qu'il faut essayer de la comprendre et puis de se demander comment on va vivre dedans. Parce que ce n'est pas une société que d'autres ont faite, c'est une société que nous avons faite.
Et même les grands acteurs de l'Internet, ils sont le reflet des aspirations des hommes et des femmes qui vivent aujourd'hui. D'ailleurs, ils sont toujours à l'écoute de ce qui se passe. Les logiciels qu'ils développent, ils les font, je vous ai dit, à partir des retours d'usage en permanence. Et donc, c'est peut-être le moment, je crois, c'est pour ça que je me suis intéressé aux questions d'éthique depuis quelques années, c'est peut-être le moment, je crois, d'avoir des réflexions publiques pour savoir ce que nous voulons faire de cet espace qui nous offre beaucoup d'opportunités, mais qui en même temps peut présenter des côtés un peu inquiétants. Oui, merci pour cette conférence extrêmement intéressante. Justement, concernant l'aspect citoyen et les réflexions que l'on peut avoir, je m'interroge vraiment parce qu'effectivement, on a l'impression de courir derrière des progrès technologiques qui vont à une vitesse vertigineuse, avec un accroissement des données, des traces qui prennent un accroissement considérable. Donc je me demande effectivement quel type de réflexion en tant que citoyen. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moins déjà qu'on soit informé de ce qui se passe, et ça c'est extrêmement intéressant. Est-ce que l'Europe peut avoir une position par rapport à des entreprises gigantesques qui ont déjà toutes leurs données stockées et qui effectivement ne les révéleront pas? Donc ça c'est une première réflexion. Et la deuxième réflexion, c'est par rapport à l'intelligence artificielle qui de plus en plus prend la mainmise sur la gestion de ces données. Et entre autres, on voit Google générer une nouvelle boîte aux lettres qui est une sorte d'assistant qui va trier notre courrier dans un logiciel qui s'appelle Inbox et puis qui va ordonner de façon, on va dire, pour prendre votre place, pour ordonner finalement les mails qui ont de l'importance finalement. Quel est le pouvoir et quelles sont l'évolution de ces intelligences artificielles? Est-ce que finalement tout ça ne va pas échapper à l'homme et passer sous le contrôle d'un Big Brother qui serait une intelligence artificielle qui gérerait notre vie numérique finalement? Alors, bon, les deux questions sont intéressantes et bien sûr, je n'ai pas de réponse définitive à y apporter. La première, quand même, sur l'aspect politique, je pense que vous avez raison. Je pense que Internet change beaucoup de choses au plan politique, ne serait-ce parce que la notion de territoire n'a plus la même signification aujourd'hui qu'auparavant. Parce que vous pouvez avoir sur le même territoire des gens qui sont en contact avec différentes personnes. Enfin, moi quand j'étais enfant, je me souviens que quand on passait les frontières, c'était quand même quelque chose. Aujourd'hui, vous pouvez acheter. Moi, la première fois que j'ai vraiment eu le web, donc ça fait quand même pas mal d'années, c'était dans les années 80, au début des années 90, et je me suis dit, mais on peut acheter ce qu'on veut à n'importe quel endroit. Et bon, à l'époque, c'était un peu difficile, il y a de la législation. Aujourd'hui, c'est possible, vous voyez, vous pouvez passer commande n'importe où. Donc ça change énormément de choses. Et puis, il y a des gens qui peuvent vivre dans ce pays et rester en contact avec leur culture d'origine. Il y a des études passionnantes qui ont été faites sur des immigrants qui ils sont chez eux, et puis la chercheuse qui a fait ça, on voit qu'il y avait une espèce d'image au mur d'une plage, et au milieu, il y avait un écran de télé. Et ils déjeunent, ils allument l'écran de télé, ils déjeunent par Skype avec leur famille aux Philippines. C'est très émouvant, mais ça veut dire en même temps que le type d'intégration qui se faisait naturellement, parce qu'on vivait avec les gens qui étaient là, donc on était obligé de parler la langue, et ben ça ne se fait plus du tout de la même façon. Donc vous voyez, ça pose beaucoup de problèmes qui ne sont pas encore résolus. Deuxième question, bien sûr, celle de l'intelligence artificielle qui nous échappe. Donc ça, c'est un vieux thème. C'est une vieille idée. Le mythe du golem, par exemple, est tout à fait de cet ordre-là. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle d'aujourd'hui risque de nous échapper, de même que le golem risquait de nous échapper? Je pense que c'est une question qu'il faut peut-être reformuler, parce que c'est pas vraiment... Bien sûr, on craint toujours, et c'est une crainte enfouie dans le cœur de l'homme, que son œuvre le dépossède d'une certaine façon. Mais il me semble que ce n'est pas tout à fait ça qui se produit aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas l'autonomie de la machine qui va nous déposséder, mais c'est plutôt le fait que, d'une part, la machine, dans le temps de l'action, devient d'une telle complexité que nous ne pouvons pas comprendre les différentes étapes élémentaires et surtout leur enchaînement. Et donc, on a affaire effectivement à des problèmes de responsabilité qui sont extrêmement importants. Et puis, d'autre part, le système social dans lequel on est de plus en plus dépendant de ces automates. Et donc, une panne aurait des conséquences tragiques. Éventuellement, une attaque sur ces automates aurait des conséquences tragiques. Donc deux aspects, je crois, importants pour résumer. Cette question de responsabilité d'un côté et cette question
d'organisation sociale. Hein, vous imaginez, si tout d'un coup les systèmes bancaires, parce qu'il y a une attaque, ne peuvent plus communiquer, ou les systèmes de santé. Donc voilà. Merci. J'aimerais bien, si vous pouvez nous dire un mot juste sur les Blue Brain, à l'occasion, bien évidemment, ouais, et si sûr. vous souhaitez, juste mon opinion un peu bref et générale peut-être trop généralisée, sur les multiples problèmes reliés avec la numérisation de notre vie, c'est que nous sommes bien dedans. C'est pas les données mortes, des mots morts, c'est bien nous. Et je m'aperçois, et c'est depuis longtemps, qu'il y a quelque chose qui est très frappant si on observe le monde et toutes les actions dans tous les gouvernements, dans tous les pays, que tout simplement on ne peut pas accuser nulle part aucun gouvernement. Ça ne me fait pas peur ni M. Obama, ni sûrement pas notre président, M. Hollande, ni aucun d'autre. Ils sont vulnérables. Ils sont plus vulnérables que n'importe quel d'autre citoyen de n'importe quel autre pays. Et je me pose la question, où se trouve cette puissance qui gouverne tout cette mégatonnes de données, puisque c'est évident qu'aucun moteur de recherche ne fait pas ça, c'est aucun groupe des humains ne peut pas gérer, mais il y a une puissance qui gère tout ça, et c'est ça qui me fait peur, parce que toute cette application qu'on voit sont tellement semblables dans le monde entier, sur n'importe quel continent, quand on voit les actions, c'est semblable, hein. C'est tellement semblable, c'est qui ça me fait peur, parce que c'est destructif. Hein. C'est destructif ce qui se passe, et c'est M. Obama, il peut rien pour ça, M. Hollande non plus, n'importe quel autre président non plus. Donc il faut bien comprendre que cette mode qui nous est parvenue depuis peu de temps, hein, à vrai dire, l'informatique, qu'on s'est tous ravis d'avoir, c'est que c'est qu'une action présumée. Pour moi, c'est un crime présumé sur l'humanité entière, d'une certaine façon, parce que ça nous aide, évidemment. Il y a un côté absolument fabuleux d'éducation. Mais est-ce que c'est une éducation, cette formation de chacun de nous, par cette mode de fonctionnement, ça nous amène où? Ça nous amène à un esclavage absolument... Absolument. Non, mais ça égale à la mort. Je suis d'accord. Enfin, les interrogations que vous formulez sont analogues à celles que je formule, c'est-à-dire à la fois, je veux dire, on ne peut pas nier l'apport de toutes ces techniques qui ont changé vraiment beaucoup de choses dans la vie de tous les jours. Voilà. Moi, je suis spécialiste d'intelligence artificielle. J'en ai fait depuis très longtemps, et régulièrement, des gens disent « Ah, l'intelligence artificielle n'a pas tenu ses promesses ». C'est extraordinaire qu'on puisse dire ça, parce que si on regarde les 30 dernières années, il n'y a pas une discipline qui a autant transformé le monde que l'intelligence artificielle. Alors on dira « Bah ouais, mais parce qu'on a l'idée de l'intelligence artificielle pour répondre à ce que disait monsieur, un double de nous-mêmes ». En fait, ce n'était pas ça le but de l'intelligence artificielle, c'est de décomposer l'intelligence en différents aspects et de simuler chacun de ces aspects. Et ensuite d'utiliser les propriétés de ces différents outils. Et il faut savoir que, par exemple, le web, c'est de l'intelligence artificielle. Vous allez me dire, non, c'est des réseaux. Mais non, parce que ce qui fait le web, ce qui distingue le web d'Internet, Internet, ça existe depuis les années 60, 70. Mais ce qui a fait le web au début des années 90, c'est la notion d'hypertexte, c'est-à-dire le fait qu'on va mettre en rapport par des liens les différents ordinateurs entre eux sur un réseau. Et l'hypertexte lui-même est né en 1965 par les travaux de quelqu'un qui s'appelle Ted Nelson, qui a voulu faire un modèle de mémoire sur un ordinateur. Et il a utilisé ce qu'il pensait être dans notre mémoire, c'est-à-dire des liens entre les différents objets. Et il a publié ça dans une conférence d'intelligence artificielle, parce qu'il l'a programmé avec des techniques d'intelligence artificielle. Donc tout ça pour dire que, effectivement, l'intelligence artificielle a permis de faire énormément de choses dans elle a transformé vraiment le monde. Dans cela, il y a des aspects très positifs
Et puis, il y a aussi, bien sûr, tout un tas d'inquiétudes que vous évoquez ici, que j'ai essayé de mentionner, bien sûr, dans cet exposé. Et je crois que ce n'est pas en fermant les yeux ou en refusant de voir ce qui vient que l'on pourra traiter ces questions-là. Au contraire, je pense qu'il faut essayer précisément sur chaque question d'avoir des débats et puis de se dire, ben voilà, il y a des compromis à faire. C'est ce que j'ai essayé de montrer ici. C'est qu'il y a certainement, il faut trouver de nouvelles formulations que je n'ai pas, mais qui me semble absolument nécessaire. Par exemple, la notion de transparence, c'est vrai que c'est quelque chose à laquelle beaucoup de gens aspirent, mais une transparence totale me semble néfaste. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a, par exemple, pour élaborer les idées, il y a un moment donné où il faut qu'il y ait une espèce de clôture, que les gens travaillent ensemble. Et s'ils travaillent tout le temps sous les feux des caméras et qu'on traque tout mot qui serait mal vu politiquement, par exemple, ça peut avoir, bien sûr, des dangers sur la pensée. Ça peut stériliser. Vous parliez de mort. C'est effectivement le risque qu'il y a. Mais je crois que c'est à nous, justement, de reconstruire ce monde après ces grandes transformations. Oui, je voulais savoir si les façons classiques de se protéger peuvent être utilisées. Je pense au cryptage, la saturation et le leurre. Alors, le leurre, c'est un peu ce qu'on fait pour le déréférencement, ce que je vous ai montré, c'est qu'on rajoute de l'information. C'est la technique classique des radaristes, par exemple, qui mettent des pièges. Donc ça, c'est le cryptage, oui, bien sûr, jusqu'à un certain point, mais c'est vrai que l'information cryptée est plus difficile à décoder. Vous savez qu'il n'y a pas de cryptage absolu, mais bien sûr que c'est tout à fait utile. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, par exemple sur les données bancaires, etc., s'il n'y avait pas de cryptage, on serait bien embêté. Donc effectivement, tous ces moyens sont abondamment utilisés. Et la saturation aussi, oui, tout à fait, on rajoute, oui, bien sûr. Oui, non, ça, c'est... Bonsoir. Merci beaucoup pour cette conférence qui est très riche et aussi enrichie par toutes les questions qui sont aussi très intéressantes. Et moi, il y a quelque chose qui m'interpelle aussi, et notamment quand je vois cette page-là, intimité, vie privée. Je crois aussi que c'est à chaque individu de garder quelque part une forme de libre arbitre et aussi de pertinence et de réflexion sur ce qu'on partage comme information. Alors, on a compris ce soir qu'il y a des choses qui nous échappent un peu et on est un peu embarqué par cette grosse machine et on a le sentiment de ne pas pouvoir faire grand-chose. Et il y a quand même des choses sur lesquelles on peut intervenir et je pense notamment à l'exemple de Facebook où parfois je suis quand même assez stupéfaite de voir ce que les gens peuvent partager comme information hyper personnelle. Et c'est parfois presque impudique. Et en même temps, quand les nouvelles CGV de Facebook pointent le bout de leur nez, on voit tout un tas de gens qui postent des textes qui indiquent « je refuse », en postant ce message « je refuse que Facebook utilise mes données », etc., ce qui est complètement illusoire. Et peut-être qu'on n'insiste pas suffisamment là-dessus, que c'est aussi... à chacun de faire attention, quelque part, à ce qu'on publie. C'est fait auprès des jeunes, mais je crois que pour les adultes que nous sommes, c'est important aussi de reprendre cette part de responsabilité que nous avons encore. Oui, non, vous avez raison. Mais je voudrais quand même dire ce que j'ai essayé de mentionner au tout début de cet exposé, que le problème, c'est qu'on est dans une société où on est un peu écrasé, on est un peu perdu, et on a envie de se distinguer. Et pour ça, bien sûr, on va montrer des informations de soi. C'est la raison pour laquelle les jeunes ils sont sur Facebook et ils montrent de l'information. Alors bien sûr, ensuite, une éducation des jeunes, une éducation des moins jeunes est extrêmement utile, là je suis d'accord avec vous. Mais en même temps, bon, on comprend bien. Et puis il y a tout un tas d'activités pour lesquelles ça permet d'échanger. Mais ça, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est un nouveau monde. Il y avait un anthropologue, Georges Ballandier, qui avait écrit un ouvrage il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années qu'il appelait les nouveaux mondes. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois sont des nouveaux mondes comme l'Amérique l'était pour Christophe Colomb, sont des continents nouveaux qui nous étaient inconnus, et en même temps sont des nouveaux mondes, redoublement du nouveau, parce qu'ils adviennent maintenant qui n'existaient pas auparavant. On va prendre une dernière question. Bonsoir.
C'était juste pour revenir sur la première question, sur la difficulté à extraire, disons, qu'à effacer quelque chose qu'on a laissé sur l'ordinateur. À la première question qu'avait posée une dame là-bas, est-ce que la difficulté, c'est la manière d'extraire l'information qu'on a inscrite sur le disque dur que les informaticiens n'ont pas encore reçu jusqu'à présent? Non, bon, sur votre disque dur, bon, il y a plein de questions qui se posent. Moi, je parlais de la difficulté d'effacer les traces sur Internet. Mais sur le disque dur, vous avez aussi des traces que vous laissez. Alors, j'ai pas, parce que je ne voulais pas prendre trop de temps, mais quand on efface un disque dur, en réalité, on n'efface pas complètement l'information. Hein. On coupe le lien entre le nom du fichier et puis l'adresse sur le disque dur de l'endroit où est le fichier. Mais donc, si vous avez réécrit dessus, à ce moment-là, il n'y a plus rien. Mais comme la plupart du temps, les disques sont très grands, donc on ne réécrit pas dessus. Et donc, si quelqu'un ensuite reprend votre disque, il peut savoir ce qu'il y avait dessus. Hein, vous vous souvenez d'ailleurs qu'il y a eu un certain nombre d'affaires où des spécialistes arrivaient sur ils volaient les disques durs pour savoir ce qu'il y avait eu sur les disques durs. Parce que il y a une technique pour effacer ça, hein, c'est de réécrire. Mais c'est extrêmement long et en général, les gens ne le font pas. Sinon, une dernière question, c'est pour l'exercice sur le Word. Si la personne a saisi son information sur une clé USB et qu'il a envoyé chez quelqu'un, est-ce que les spécialistes en informatique peuvent toujours décrypter sur la manière dont il a modifié plusieurs fois? Normalement, oui, parce qu'il a le fichier Word, il doit pouvoir. Merci beaucoup. On va s'arrêter là ce soir. Merci beaucoup, Monsieur Ganassia, pour votre intervention.